Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle et dernière mise à jour du Pumpkin Autumn Challenge 2021. Alors il s'agit cette fois-ci de Automne douceur de vivre, il me semble, oui c'est bien ça. Et pour lequel je vais vous présenter donc les lectures que j'ai faites. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La première sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre était It's Just a Bunch of Hocus Pocus, avec comme mot-clé Halloween, Samhain, automne, pour lequel je n'avais rien, ou en tout cas rien qui me tente, et j'avais donc choisi de lire au moins une nouvelle de ce recueil de Liu Cixin de The Wandering Earth. Le recueil n'a pas été traduit en français, pour autant que je sache, mais il me semble que la nouvelle qui donne le titre à ce livre l'a été sous le nom de Terre errante. Je suis pas sûre à 100%, mais je vous mettrai le lien vers la nouvelle en français si j'arrive à la retrouver. Il y a aussi un film qui en a été tiré, un film chinois que je n'ai pas encore vu, et que je vais m'empresser de regarder. Je pense même d'ailleurs que je vais me faire ça pour Noël ou le jour de l'an, histoire de me faire une petite soirée tranquille, parce que, alors j'ai lu uniquement la nouvelle du même nom, et je l'ai adorée. Alors comme pour le problème à trois corps, non seulement je trouve que l'auteur a une imagination incroyable, même pour des sujets où on a l'impression d'en avoir déjà entendu parler, où il a tendance à les mener d'une façon, en fait dans des directions auxquelles on ne s'attend absolument pas. Alors dans Terre errante, on se retrouve dans un futur proche où en fait le soleil va se transformer en naine rouge. C'est le futur de toute façon qui est prévu pour le soleil, mais pas dans un futur proche, il est prévu pour dans plusieurs milliards d'années. Mais ici en fait il y a des astrophysiciens qui en étudiant la surface du soleil se sont rendus compte qu'il y a des projections d'hélium, enfin je sais pas trop comment on appelle ça en français, mais il y a des rejets d'hélium qui vont se faire au moment où l'étoile va commencer à se transformer, et bien entendu qui va brûler tout autour avant même que le soleil augmente en volume. Donc, bien entendu, l'humanité, depuis qu'elle a découvert ça, est angoissée et stressée, et puis se disent, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est pour bientôt. En fait, les scientifiques ont donné un laps de temps de 400 ans pour que ça arrive. Au moment où l'histoire démarre, on est 380 ans après la prédiction en question, donc ils savent que c'est imminent. La technologie a quand même évolué, donc en fait, ils se retrouvent avec deux parties. Il y a les partisans du départ, c'est-à-dire de la fuite, de quitter la Terre et puis d'essayer, advienne que pourra, un petit peu, et d'autres qui ne veulent absolument pas laisser la Terre, qui ne veulent pas tout abandonner et qui veulent trouver une solution vis-à-vis de la Terre. Les scientifiques travaillent déjà à une solution depuis un bon moment. Et en fait, ils ont installé des... ça va être un petit peu difficile à expliquer, mais des sortes d'appareils à fusion qui, en fait, donnent de l'énergie à la Terre et qui va permettre d'arrêter la rotation de la Terre pour ensuite pouvoir en contrôler le mouvement et la sortir du système solaire pour qu'elle échappe à ce destin. Voilà. J'ai essayé de l'expliquer avec les mots les plus simples possibles parce que c'est une histoire qui est difficile à expliquer en fait, mais ça vous permet d'avoir une idée puisqu'en fait le début de l'histoire démarre en fait au moment où la Terre plus ou moins, ou en tout cas ça fait pas longtemps, a arrêté de tourner et qu'ils vont commencer à la faire bouger pour l'envoyer vers Proxima du Centaure, qui est la galaxie la plus proche, avec éventuellement des planètes habitables, ou en tout cas un système stellaire dans lequel on peut intégrer la Terre dans une distance en fait qui permettra le retour à la vie. Alors bien entendu, ça va prendre des siècles et des centaines de générations avant d'arriver à Proxima du Centaure, et on va suivre un personnage dont on ne connaît pas le nom, pendant toute sa vie et tout le départ de la planète Terre jusqu'à un certain stade. Voilà, je ne veux pas en dire plus pour ne pas dévoiler l'histoire. On a souvent en science-fiction des histoires comme ça de fin du monde, de destruction du soleil, de catastrophes comme ça interstellaires qui se passent là où on est, c'est-à-dire sur Terre, mais juste autour de nous, que ce soit des collisions de planètes, comme j'ai dit le soleil, la lune, ce genre de choses. Mais effectivement, c'est la première fois que je lis une histoire où en fait, on va utiliser la planète Terre comme vaisseau spatial, tout simplement. Voilà.
Donc comme je l'ai déjà dit, je vais pas m'éterniser dessus, je l'ai déjà dit. J'ai adoré, l'histoire est hyper originale. Malgré le sujet, il arrive à trouver le moyen de la faire compréhensible. Ce qui n'est pas toujours évident. C'est difficile à expliquer, mais ce n'est pas difficile à comprendre quand on le lit en fait. C'est ça le truc. Et je la conseille pour toute personne qui avait déjà aimé le problème à trois corps, qui aime l'écriture de cet auteur, et puis bien entendu pour tous les amateurs de science-fiction. Alors, deuxième sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, il s'agit de « Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guccio Pagna ?» Et il s'agissait de choisir un livre qui tourne autour de parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Alors, j'ai pris nourriture au sens général en choisissant à la base le 3e volume de The Walking Dead et l'intégrale de Crossed, qui est également une série de zombies. Alors, parce que, comme je l'avais expliqué, les zombies, ça bouffe des cerveaux, ça ne pense qu'à ça. En même temps, ils pensent pas, donc ils font rien d'autre que d'aller après quelque chose à manger. Voilà, donc je l'avais pris vraiment dans ce sens-là. Alors, pour le 3e volume de The Walking Dead, du coup, je ne vais pas beaucoup en parler puisque c'est le 3e volume, mais j'avais décidé en fait de commencer ce comics parce que j'ai du mal avec la série. Les premières saisons, je les ai adorées. Depuis la saison 7, je trouve que ça pédale dans la semoule, c'est long, c'est lent, et surtout, on comprend plus rien. Ça commence, on a vraiment l'impression que c'est du remplissage. Enfin, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du remplissage. Et du coup, j'ai essayé de la revoir 2 ou 3 fois sur les dernières saisons. Les premières, toujours pas de problème. Les dernières, j'ai un mal fou. Mais comme je sais que là, ils sont en train de terminer la série télé et le comics, qui d'ailleurs, je crois, est déjà terminé. Ils l'ont fini cette année, je crois. Oui, bref. La curiosité fait que j'ai quand même envie de savoir comment se termine l'histoire. Voilà. Donc je me suis dit, je vais lire le comics, comme ça me permettra quand même de boucler l'histoire, ça va être plus facile à lire. Et puis comme je sais déjà qu'il y a des différences avec la série, du coup peut-être justement que ça permettra de garder le suspense. Alors, pour l'instant c'est ok, mais sans plus, et jusqu'au 3e volume, je garde la même opinion. C'est-à-dire que, oui, il y a des différences, donc ça garde un petit peu de suspense, c'est ce qui m'intéresse. Par contre, les situations vont trop vite. On saute d'une situation à une autre tellement rapidement qu'on n'a pas du tout l'impression ni de s'attacher au personnage, ni de s'attacher à l'endroit, ou au moins d'essayer de le comprendre, on a juste l'impression de faire des sauts de puce, là, comme ça. Et surtout, j'ai un gros problème avec le sexisme. Il y a un gros problème de sexisme dans ce comics que par contre, j'avais pas trouvé vraiment dans la série. Et là, il est un peu omniprésent. C'est-à-dire que les mecs décident toujours d'aller taper, machin, d'aller chercher les zombies. Les gonzesses sont plus ou moins là que pour faire du babysitting. Je grossis le trait, mais c'est comme ça que ça se ressent. Bien entendu, c'est les mecs qui décident en général. Et le peu de fois où on voit qu'il essaye de forcer un petit truc d'égalité, d'une, ça fait très superficiel, et de deux, c'est très épisodique. Donc au final, ça n'a aucun intérêt dans l'histoire, contrairement au reste. Alors pour l'instant, j'ai un petit problème avec ça. Et je suis désolée, j'ai épluché des oignons il n'y a pas longtemps. Alors du coup, j'ai encore les yeux un petit peu... Du coup, j'avoue que je sais pas si je vais la continuer. Je pense que je vais aller jusqu'au 5. Parce qu'il est possible que la situation décolle, que les caractères des personnages se modifient, etc. Mais on verra bien. On verra bien. Ensuite, Crossed. Curieusement, j'ai bien aimé. Alors pourquoi je dis curieusement? Parce que c'était un truc de zombie, mais que... alors c'est pour public très 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 averti, hein. Je dis tout de suite, si déjà vous n'êtes pas dans l'horreur un minimum et dans les trucs un minimum, c'est même pas la peine, n'essayez même pas. Ça, faut vraiment non seulement être habitué, mais ne pas craindre jusqu'où ça peut aller. C'est clairement un des trucs les plus malsains que j'ai jamais lu. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, je vais juste réexpliquer le résumé vite fait, et je pense qu'avec ça, vous comprendrez très vite pourquoi c'est malsain. Déjà, il faut savoir que contrairement à The Walking Dead, c'est en couleur, donc rien ne vous est épargné, puis ça y va. Hein. Voilà, la tripaille, le machin, ça se coupe, ça se bouffe. En même temps, c'est un truc de zombie, ça on s'y attend. Mais la quantité et surtout jusqu'où ça va, c'est ça qui est un petit peu... En fait, dans cette histoire, on a l'impression que ça parle de zombies, mais en fait, c'est pas vraiment des zombies. Il s'agit d'un virus, une maladie qui contamine les gens. Mais ces gens-là ne sont pas morts en fait. Alors oui, ils se mettent à bouffer d'autres personnes comme des zombies, à leur courir après comme des zombies, mais ce ne sont pas des zombies. Ils sont encore vivants, sauf que ce virus ne fait ressortir que l'extrême violence
que l'on peut retrouver, je pense, dans n'importe quel être humain, sauf que bah, ça la fait complètement ressortir et elle est complètement exacerbée. C'est-à-dire qu'ils se transforment tous en tueurs, sanguinaires et violeurs. Voilà. Donc je pense qu'à partir de là, vous comprenez en quoi c'est malsain, vous combinez les deux, et c'est pas une bande dessinée qui suggère. Enfin, un comics, pas une bande dessinée. Ça ne suggère pas, hein, ça montre. Voilà. Donc, à partir de là, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de scènes où on voit plus qu'on ne voudrait en voir. En dehors de ça, justement, j'avais un peu peur de cet aspect-là, parce que je m'étais dit, si c'est que ça, ça va être juste de la boucherie sans nom, et il n'y aura pas d'intérêt. Et puis finalement, non, c'est assez intéressant, parce que ça explore, encore une fois, bien entendu, le côté survie, le côté comment est-ce qu'on peut s'en sortir, etc. Mais ça explore aussi d'autres côtés, comme le fait que ces créatures, au final, sans beaucoup d'intelligence, puisqu'elles ne vivent qu'à travers leurs plus bas instincts, finissent quand même par comprendre, par mettre en place certaines stratégies, c'est pas des zombies justement, pour avoir des victimes, et les conséquences du coup aussi pour les humains sont un petit peu différentes. Voilà. Je m'étalerai pas plus là-dessus. Si vous êtes habitué à ce genre de choses et que vous n'avez pas trop peur du truc tordu, tester, parce que j'ai trouvé quand même l'histoire intéressante, puisque au bout d'un moment, on arrête un petit peu tout ce carnage pour se concentrer plus sur les conséquences des actes des personnages. Et puis ça ouvre, comme j'ai dit, sur des choses un petit peu différentes du zombie classique. Par contre, ouais, testez pas ça si vous êtes un peu sensible, si vous... laissez tomber. Alors toujours dans cette même sous-catégorie, j'ai rajouté une lecture qui n'était pas prévue. Il s'agit de Pierre et Jean de Maupassant. Alors celui-là, vraiment, je ne m'étends pas parce que j'en ai déjà parlé dans mon vlog automne, puisque je l'ai écouté en fait pendant plusieurs trajets, donc je vous mettrai le lien quelque part comme d'habitude. Et la seule chose que j'en dirais ici, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu du Maupassant, et j'apprécie toujours autant. Voilà. L'écriture est belle, il n'y a pas besoin de gros événements, on se laisse porter, c'est agréable à lire. Ça explore beaucoup la profondeur des sentiments humains, bien plus que d'autres auteurs de la même époque. Et bien entendu, je le conseille à n'importe qui, d'autant plus qu'il est très court. Donc, pour des gens qui veulent découvrir des classiques sans pour autant se lancer dans des pavés vraiment qui peuvent faire peur quand on n'en a pas l'habitude, celui-là, il est franchement idéal pour ce genre de choses. Alors, troisième sous-catégorie pour ce menu, il s'agit de « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière » avec comme mot-clé feel good, santé mentale, émotion. Ah oui, j'ai complètement oublié pour les catégories précédentes. Pierre et Jean, je m'étais basée sur parcours initiatique et famille. Voilà. Et celui-ci, que j'ai toujours dans la main, je ne l'ai pas lâché. J'adore ce bouquin. Bref, c'était à cause de la couleur orange, justement parce que je n'avais rien. Je ne sais même plus si je l'ai précisé. Voilà. Donc ici, je me suis basée sur émotion. Parce que feel good et santé mentale, parce qu'en fait j'ai lu l'intégrale de Mes sincères condoléances de Guillaume Bailly, il me semble, qui est un recueil d'anecdotes sur le métier de croque-mort. Voilà. Je m'étais dit ça collait bien dans le thème Halloween, et puis effectivement émotion, parce que bon, de toute façon si ça tourne autour de la mort, ça va pas être que des grosses blagues, voilà. Alors, le problème, c'est que j'ai pris l'intégrale au lieu de prendre l'un des deux volumes séparés en ne sachant pas trop dans quoi je me lançais. Je voulais en apprendre plus sur le métier de croque-mort, justement, c'était ça qui m'intéressait, puisque c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et j'ai malheureusement été... C'est une lecture sympa, hein, mais j'ai été un minimum déçue. Pourquoi ? Parce que... un livre d'anecdotes, ok, mais on annonce bien sur la couverture qu'il s'agit de perles. Pour moi, des perles, c'est censé être drôle. Alors, non seulement il n'y en a pas beaucoup qui sont drôles, mais... je trouve qu'on sent trop l'auteur qui cherche à pousser, à trouver des chutes à ces histoires qui n'en ont pas forcément, qui pourraient suffire à elles-mêmes, ou quand il y a des choses qui devraient être un petit peu drôles, il fait trop sentir le « attention, il y a une blagounette qui arrive ». Il utilise des ficelles, comme n'importe quel auteur, mais il les fait sentir. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu lourdingue, ce qui fait que, bon, après les anecdotes, ça se lit de façon occasionnelle, hein, c'est pas un roman, faut pas se farcir les 600 pages d'un coup, quoi. Mais c'est ce qui a beaucoup alourdi le propos justement, et ça m'a un petit peu... du coup je suis restée un petit peu... j'ai mis 3 plombes à le lire à cause de ça. Et voilà, après c'est ce que je dis, c'est quand même agréable parce que ça permet quand même de voir certains côtés du métier de croque-mort auxquels on ne pense pas forcément. Après bien entendu il y a des gens qui sont chiants, bon ça on le retrouve dans tous les métiers dès qu'on a affaire à un public. Mais en plus de ça, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de... forcément ce genre de sentiments sont encore augmentés, hein, ça c'est normal, c'est naturel.
Il y a certains petits points quand même aussi qui m'ont un petit peu agacée parce que pour la plupart des histoires, on sent qu'il n'y a pas de jugement. Bon, on réagit tous devant la mort différemment. Mais certaines autres, oui, bizarrement. Il y a une certaine insistance sur des points qui m'ont un petit peu... Bon, à un moment donné, ça va bien, quoi. Des descriptions sur le physique des nanas. On retrouve toujours les points négatifs, en fait, qu'on retrouve dans je dirais, n'importe quel bouquin. Faut toujours que les nanas soient décrites d'une certaine façon, genre si elles sont belles, ils font bien insister dessus. C'est marrant parce que pour les mecs, il n'y a pas ce genre de description. En fait, c'est ça qui m'agace un petit peu. Quand la personne est obèse, bon, bah non seulement on mentionne parce qu'effectivement, il y a des problèmes techniques là-dessus, ça je le conçois parfaitement. Mais il y a d'autres réflexions à côté, on insiste trop sur ce point-là, même hors le côté technique. Bon, il y a un moment, c'est pareil, on avait dire, bon, ça va, on a compris, c'est pas une blague hein, d'être gros, enfin, il y a un moment donné. Et puis, il y a une histoire aussi d'un petit chien, alors, je comprends, on est tous différents, il y a des gens aussi qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on est plus ou moins attaché à un animal, ou voire même à une catégorie de personnes, peut-être qu'on connaît moins, et où on va être super émotif, mais je considère pas qu'on puisse juger de l'émotion et de la douleur des gens. Ce sont des sentiments qui ne se contrôlent pas forcément. Et alors oui, il y a des choses qui sont un petit peu exagérées, mais autant un peu en sourire, autant de juger si c'est correct ou pas, ça c'est quelque chose qui me... Voilà. Donc voilà, ce sont tous ces points qui font que ça a été une lecture moyenne plus, je vais dire. Voilà. Donc je regrette pas de l'avoir lu, mais c'était longue. Et donc c'est pour ça, je me dis que j'aurais mieux apprécié si j'avais juste pris un volume pour en avoir une certaine partie et puis ensuite passer à autre chose. Voilà. Alors, quatrième sous-catégorie du menu et la dernière, il s'agit de J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu avec comme mot-clé humour illustré, anthropomorphisme, animaux. Alors à la base j'avais choisi Martian Go Home de Frédéric Brown que j'avais depuis très longtemps dans ma palle. Alors il s'agit d'un livre de SF humoristique où en fait le personnage principal, je l'ai lu dès le début du Pumpkin, hein, donc je me rappelle plus exactement du nom du caractère, bref, est un écrivain de science-fiction qui s'isole dans une cabane pour écrire son prochain roman parce qu'il manque d'inspiration et qui tout d'un coup se retrouve avec un martien devant lui qui lui parle comme une merde, qui l'insulte, qui se fout de sa gueule, enfin bon bref. Et il finit par se dire que c'est l'isolement, que c'est dans sa tête, enfin ils sont pas très bien, donc il se dit bon ça doit être le manque d'inspiration, je finis par voir des martiens partout. Mais en fait quand il va revenir en ville, il se rend compte que l'invasion de martiens est générale, qu'en fait il s'agit d'une invasion planétaire et que les martiens en fait ils ne sont pas venus sur leur petit vaisseau pour essayer d'envahir la planète ou on ne sait pas pourquoi ils sont venus, tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont là et qu'ils emmerdent tout le monde. Ils sortent des blagues pourries, ils dévoilent des secrets individuels, des secrets nationaux. En gros, ils foutent le bordel, ils sont insultants, ils sont mal polis, c'est vraiment... enfin bref, tout ce qu'ils font, c'est uniquement ça. Et on se retrouve avec des situations absolument abracadabrantes et avec des gens qui essaient de trouver des solutions pour réussir à vivre dans ces conditions-là. Parce que, pour la reproduction, on va dire, au secours, hein, puisqu'ils sont là en train de te mater dans la chambre parce que ils veulent savoir comment ça se passe. Pour les secrets d'État, les nations, elles n'ont plus de raison de cacher quoi que ce soit, puisque effectivement, tout est sorti un peu n'importe comment. Y a plein de boulots en fait qui n'ont plus raison d'être parce que à cause des martiens, soit ils peuvent plus se concentrer, soit comme le journalisme, ce genre de choses, ça sert plus à rien non plus, puisque tout le monde sait tout de tout. Il y a beaucoup de cas de figure en fait auxquels on n'aurait jamais pensé et qui sont hyper drôles. Alors j'avais très peur de ce bouquin parce que je lis pas souvent de livres humoristiques, l'humour c'est très personnel et on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Mais ça je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je me suis rendu compte en fait que quand j'essaie de lire des livres humoristiques, si je les lis le soir, en fait ça fonctionne pas du tout. Apparemment, je rigole pas le soir. Je sais pas pourquoi. Et par contre, quand je les lis le lendemain ou dans la matinée, ça passe beaucoup mieux. Et par contre, jusqu'à maintenant, ce que j'ai lu, en général, c'était un peu... Je trouve ça me faisait sourire, voilà. Et celui-là, en tout cas pour moi, je l'ai trouvé hyper drôle. Ça a été très efficace, j'ai passé un super bon moment. La conclusion est très différente de ce qu'on aurait pu s'imaginer et je l'ai trouvé très bien trouvé justement.
Et franchement, bah voilà, j'ai adoré. Je pense que je vais essayer de trouver d'autres livres de cet auteur. Comme c'est pas mon style de bouquin, par contre, tous ces trucs humoristiques, je vais pas forcément m'en enquiller plusieurs d'affilée. Par contre, j'en ai déjà plusieurs dans ma palle parce que je me dis, tiens, au moment où je sens un petit coup de mou dans l'humeur ou quoi que ce soit, eh ben je pense que je m'en sortirai un. Voilà. Sinon, j'ai aussi décidé de lire King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors ça, c'était un petit peu en dernière minute. Je l'ai vu, j'ai eu envie de le lire. En fait, c'est parce que j'ai vu une vidéo ou un post, je sais plus, d'Amita Books. Et sur le coup, quand elle en a parlé, j'ai dit ouais, mais en fait, j'ai déjà dans ma palle, il me donne super envie. Bah allons-y, je vais le lire. Voilà, pareil, il était court, j'ai dit allez, allons-y. Et alors celui-là, je l'ai mis dans... pourquoi je l'ai mis là-dedans? Ah, je l'ai mis à cause d'humour, je crois, à cause du titre, King Kong Theory. Et parce que ça m'a fait penser à J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu de Shrek au niveau des illustrations de la couverture. Bon, bah au final, ça colle pas des masses. Mais on s'en fout, puisqu'en fait, quand je l'ai pris, bah, je trouvais que ça collait. Voilà. Allez hop. Donc, il s'agit d'un essai, dans lequel elle utilise un langage plutôt cru, voire vulgaire, mais qui explique beaucoup de choses, qui est hyper intéressant du point de vue du féminisme. Du point de vue du féminisme, de la place des femmes, mais aussi des hommes, hein, faut pas croire, parce elle a une bonne balance, un bon équilibre justement, quand elle fait intervenir aussi le rôle des hommes en démontrant que, oui, mais en fait, nous, ce qu'on subit depuis des millénaires et ce que la société a du mal à admettre, en fait, d'une certaine façon, retombe aussi sur les hommes. Franchement, c'était hyper intéressant à lire, mais celui-là aussi, j'en ai beaucoup parlé dans mon vlog d'automne. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus, à part que j'ai adoré, et c'est aussi une autrice pour laquelle je vais essayer de lire certainement autre chose, peut-être en roman, pour voir un petit peu son style d'écriture dans d'autres domaines. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, c'est aussi terminé pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Ça me fait un petit peu de peine parce que j'aime bien ce genre de challenge, mais en même temps vous me direz, bon, je l'ai un petit peu fait traîner aussi, sans le vouloir, en mettant justement des bilans un petit peu séparés. Mais maintenant, on est en plein dans le Cold Winter Challenge et j'ai déjà commencé un certain nombre de lectures, parce que comme j'ai déjà dit, c'est jamais une à la fois, et je suis en train de me régaler. Donc, je vous dis à très très vite pour le Cold Winter et très certainement mon vlog d'hiver que j'ai déjà commencé. Voilà, ciao ciao!